Et nous, on prend la route pour la dernière ligne droite de cette émission thématique aujourd'hui, les erreurs médicales. Que dit la loi quand on va dans des centres hospitaliers? C'est pour ressortir guéri. On n'en ressort pas avec d'autres complications. Mais quand le verdict d'une erreur est posé, avéré, que dit la loi concernant cette situation? Élément explicatif et puis Maître sera notre compagnie. Ils ont une expertise qu'on leur reconnaît. Les médecins sauvent des vies, mais il arrive que certains parmi eux commettent des bévues. Nous sommes dans la commune de Yopougon, la plus grande de la capitale économique ivoirienne. Mohamed, âgé de 30 ans, fait partie de ces nombreuses victimes d'erreurs médicales. Après une intervention chirurgicale dans un hôpital en 2008, des compresses sont oubliées dans son cou. Pour les lui retirer, il sera opéré une seconde fois. Une intervention de trop, car Mohamed ne retrouvera plus l'usage de ses membres supérieurs et inférieurs. Ça fait bientôt 11 ans, dans le mois d'avril, que j'ai été opéré suite d'une opération qui s'est mal déroulée dans le contexte du fait qu'il a oublié de compresses dans mon cou. Et suite à cela, il y a eu une intervention. Ils ont retiré la compresse et après ça, je ne me suis plus retrouvé. J'ai connu Mohamed sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il m'a raconté son histoire, comment s'est produit son accident et autres. Donc j'ai décidé de venir le voir. Quand je suis venue, j'ai vu que vraiment il était vraiment mal au point. C'est vrai qu'il y a eu l'accident, mais aussi il y a eu l'erreur médicale. Aujourd'hui, c'est le cas de Mohamed, c'est une compresse. Ils peuvent oublier une paire de ciseaux dans le corps d'un être humain. Donc moi, je demande vraiment pardon aux médecins de quand même vérifier tout sur un patient avant même de conclure. Les erreurs médicales sont très fréquentes en Afrique, très récurrentes. Il faut dire qu'on constate que beaucoup de médecins ont tendance à oublier des scalpels, soit même des compresses, après une intervention chirurgicale. Et c'est déplorable, c'est pas normal. La vie humaine appartient à Dieu et il en fait ce qu'il veut. Pas question alors pour la mère de Mohamed de traduire en justice le médecin responsable de la paralysie de son fils. Mon soeur qui s'élève, il s'arrête, je le vois marcher comme tous les enfants. C'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Je ne vais pas pousser quelqu'un, je mets ça, ce côté dans la main de Dieu. Un accident médical peut survenir à tout moment. Des milliers de gens reçoivent des traitements inutiles qui peuvent leur coûter la vie. L'erreur de diagnostic est la plus fréquente. Dans 10% des cas, ces erreurs mortelles pourraient pourtant être à éviter. Il faut pouvoir arriver, je pense, à expliquer au patient, lorsqu'on est amené à pratiquer un geste sur lui, quel est l'objectif de ce geste, quels sont les résultats qu'on attend, quelles peuvent être les complications possibles, et ensemble, le patient ayant adhéré au projet thérapeutique qu'on a conçu pour lui, on puisse l'exécuter. La manière aussi d'éviter les erreurs et les événements médicaux indésirables, c'est le respect des bonnes pratiques établies par la communauté des soignants concernant l'intervention ou le soin qu'on a à faire aux patients. Les victimes n'ont souvent aucun recours. Celles qui ont osé tenter une action en justice se sont engluées dans d'interminables procédures. Car dans ce domaine, la faute est souvent très difficile à prouver. Comment alors obtenir réparation? Les patients ne sont pas désarmés. Ils ont la possibilité, s'ils estiment que le médecin a commis une faute, c'est vrai, elle ne sera pas facile à démontrer, mais on pourra la démontrer que sur la base, par le biais d'une expertise médicale. Si cette expertise démontre qu'il y a une faute médicale qui a été commise, mais bien évidemment, le médecin sera condamné et répondra sur le plan civil des dommages qu'il aura causés à autrui. Et la Côte d'Ivoire, effectivement, a édicté un code sur le droit à la santé qui exige que d'abord tout citoyen a droit à la santé et qu'il y ait une santé qui soit une santé qui lui soit administrée dans les règles de la science. Une erreur médicale ou accident médical désigne toute forme d'incident survenant dans le domaine de la santé. Les outils statistiques destinés à les évaluer sont encore très peu développés.
Pas de chiffres pour la Côte d'Ivoire, mais aux États-Unis et en France, ces erreurs seraient de l'ordre de 100 000 chaque année. Les erreurs médicales sont la 3e cause de décès après le cancer et les maladies cardiovasculaires dans certains pays. C'est triste tout ça. Et comme on le dit chaque fois à Matin Bonheur, ce qu'on décrit lorsque les invités, notamment dans le domaine médical, dans tout autre domaine, viennent, il n'y a pas de chiffres. Vous avez vu l'élément, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques. On s'appuie sur quoi pour des études, ou bien si même des gens veulent nous aider et qu'ils demandent quelque chose. Aux noces de Canaan, il y avait au moins de l'eau pour transformer en vin, soit dit en passant. Voilà, retour sur ce plateau avec, j'allais dire docteur, mais c'est Maître Koné Kiobien, avec qui nous allons parler vraiment, ça fend le cœur, hein, ces images que nous venons de voir. Maître, bonjour. Bonjour Marco. Bonjour Alors, Alex. tout de suite, c'est quoi une erreur médicale, juridiquement parlant? Bon, l'erreur médicale, c'est l'erreur, de façon très simple, c'est l'erreur qui est commise lors de la pose d'un acte médical, un acte de médecin. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on étend la notion d'erreur médicale à tous les actes qui sont faits dans les hôpitaux, notamment les actes infirmiers, les actes de laboratoire, ainsi de suite. Tout ce qui concourt à provoquer un dommage au corps ou à l'esprit, parce qu'on soigne aussi l'esprit, hein, qui est le fait de médecin ou de praticien qui accompagne le médecin dans son art. C'est ça l'erreur médicale. En fait, la première fois qu'on a déterminé la responsabilité du praticien de la santé, c'était le 20 mars 1936, par un arrêt célèbre qu'on a appelé l'arrêt Mercier. C'est cet arrêt-là qui a déterminé les relations qu'il y a entre un médecin et son patient. Chez nous? Ce n'est pas chez nous, c'était en France. C'est en France, ok. Donc, pour qu'on puisse découvrir qu'il y a une erreur et qu'on puisse demander une erreur réparable, il faut établir un rapport initial. Ce rapport initial n'était jamais établi jusqu'à ce qu'on arrive en 1936. Du moins, il n'avait pas la nature contractuelle. C'est à partir de cet arrêt-là que la jurisprudence a décidé qu'entre un médecin et un patient, il y a un contrat qui oblige le médecin à prodiguer des soins appropriés à son patient. Et à partir de là, on dit que le médecin a une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Il doit vous soigner, il doit mettre tout en œuvre pour vous soigner, mais il n'a pas obligation de vous guérir. Seulement, on peut le poursuivre dès lors qu'on découvrira qu'il a commis une erreur, qu'il a posé un acte qui est contraire à sa déontologie, qui est contraire à la conception de l'individu moyen. C'est de là qu'est née l'erreur médicale. Du moins, c'est la responsabilité du médecin qui peut être poursuivie pour erreur médicale. D'accord. Merci, Maître. Concernant donc les erreurs médicales, on décèle combien de types d'erreurs médicales? En termes d'erreurs médicales, on en a... Bon, quand on dit erreur médicale, en droit, il ne faut pas voir cela en erreur médicale. Il faut parler de faute médicale. Très bien. Voilà, la faute, c'est-à-dire tout fait fautif qui pose à autrui un dommage. Et la responsabilité, on l'établit sur la base de l'article 1382 du Code civil qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Et donc, les types de fautes médicales qu'on peut avoir, on en a classifié 3 types. Il y a la faute technique, il y a la faute contre l'humanisme et il y a la faute d'information. La faute technique, c'est quoi? Il y en a plusieurs. On ne va pas donner une liste exhaustive. Mais entendez par exemple, comme exemple de faute technique, on a les négligences, les imprudences. Par exemple, une compresse qui est oubliée dans le ventre d'un patient par un chirurgien. Ou bien le défaut d'information d'un patient sur les contre-indications d'un médicament ou lorsque une opération risque d'avoir des effets pour le patient qu'on ne le lui dit pas. On vous dit, on va vous opérer. Mais on ne prend pas la peine de vous dire que si on vous opère, voici les effets que vous pourrez avoir dans le futur. C'est après que quand les effets commencent, on dit, mais attendez, il a été opéré en telle année, mais est-ce qu'on lui avait dit? Certainement que si on le lui avait dit, il aurait pris d'autres dispositions. Ou bien, il y a des erreurs de diagnostic. Ça, c'est très fréquent. Il prend le cas d'une fracture évidente qu'on voit à la radio, à la radiographie, et le médecin est incapable de vous dire ça, c'est une fracture. Ou bien, il prend comme je l'ai dit, bon, j'emploie des termes que j'ai entendus à l'hôpital, hein. Il prend une concentration d'air dans le gros intestin pour une tumeur.
et on opère, on arrive d'abord à ces délais. Et donc vous voyez que cette erreur-là peut arriver. Ou bien les erreurs même, on dit certains palus alors que c'est autre chose. Ou bien on fait une erreur, on soigne une maladie pendant un moment, ce n'est pas la vraie maladie qu'on soigne. Pendant ce temps, la vraie évolue. Et il y a les erreurs sur les traitements. En son temps, il y a eu un arrêt très célèbre qui a défrayé la chronique où un médecin a prescrit un médicament, dose qui était destiné à un enfant. Mais n'ayant pas précisé, on lui a servi une dose adulte. Et c'était un médicament contre les problèmes psychiatriques. Mais l'enfant a pris le médicament et l'enfant en est décédé. Il a fait aller au tribunal jusqu'à la cour d'appel et la structure et le médecin, le pharmacien étaient tous condamnés. Et il y a les erreurs techniques. Par exemple, la mauvaise manipulation des appareils. Vous arrivez, on vous dit, je prends le cas des fractures d'abord qui sont plâtrées et après on veut les opérer. Souvent, en coupant le plâtre, il y a des moments où on coupe, on blesse le patient. Ou bien au laboratoire, ou bien une seringue. Pour faire une piqûre, on pique sur le nerf. Et il y a eu des handicaps comme ça, des paralysies. Donc tout ça, c'est le type d'erreur qu'on peut avoir dans les hôpitaux. Et il y a aussi la faute contre l'humanisme. Vous arrivez dans un hôpital, lorsqu'on vous reçoit, vous avez envie, vous n'avez même plus envie de revenir. Ah, ça, c'est légion. Ça, c'est une erreur de déontologie. Ah bon, on peut poursuivre pour ça aussi? Bien sûr. Eh bien, dis donc. Oui. Les tribunaux seraient... Mais quand on vous dit erreur contre l'humanisme, un patient, il est déjà malade. Quand il arrive à l'hôpital, il a besoin d'un réconfort, il a besoin d'un soutien. Et lorsqu'il arrive qu'il ne peut pas avoir vous avez votre argent dans les CHU, par exemple, ou dans d'autres hôpitaux, vous êtes obligé de faire pitié. Ou bien un accidenté qui est en train de mourir, on dit non, il faut qu'il paye d'abord. Mais quelqu'un qui est dans le coma, il paye comment avant d'être soigné? Ou il faut une caution. Ou bien une caution, voilà, il faut une caution. Quelqu'un qui arrive, qui fait un coma diabétique, qui a une carte professionnelle qui montre qu'il n'est pas insolvable. On a même réveillé des personnalités ici pour que ces personnalités-là puissent signer, pour qu'on puisse avoir une caution pour mettre une personne qui était vraiment brancardisée à l'hôpital, en Côte d'Ivoire ici. Et là, on trouve que le système qui est mis en place est un système non humaniste. Franchement. Et ça, il faut le dire parce que c'est une faute contre l'humanisme. Et c'est bien dit. Ceux qui voudraient nous mettre au défi de le prouver, les arrêts de la jurisprudence française sont là. Et aujourd'hui, en matière juridique, c'est notre référence. Et maintenant, il y a les fautes d'information. Le patient arrive, il demande, très souvent dans les hôpitaux, vous avez un malade, vous demandez, mais docteur, qu'est-ce qu'on lui produit, quels sont les soins? Vous êtes du corps? Oui. On fait des soins, on ne met rien. Vous allez voir ne mon sait métier. même pas qu'est-ce qu'on lui, qu'est-ce qu'on lui administre. Oui. Quel médicament on lui administre. Comment on va le soigner. Qu'est-ce qui va être fait. On dit, laissez-nous faire notre travail. Et ça, c'est un manque d'information. Si demain, le patient ressort, qu'il se rend compte qu'il ne se sent pas bien, ou bien qu'il ressort avec une autre maladie, ou bien qu'il se rend compte que les soins qui ont été faits, il peut poursuivre le médecin. Il faut informer. Alors, ça tombe bien par rapport à la poursuite du médecin, docteur, enfin maître. Alors, oui. donc, oui, c'est le docteur de la loi aussi, entre guillemets. Dans quelles conditions on peut engager la responsabilité d'un médecin juridiquement? Quelles conditions? Les conditions, c'est, comme je vous l'ai dit dès le départ, le médecin a une obligation de moyens. C'est-à-dire, il doit tout mettre en œuvre pour pouvoir soigner le patient qui est devant lui. L'infirmier qui accompagne le médecin dans les soins doit tout mettre en œuvre. Le laborantin qui fait les examens doit tout mettre en œuvre. C'est-à-dire, il faut qu'on prouve, tant qu'on prouve que tout ce qui a été fait est conforme à sa déontologie, est conforme à la pratique de l'art, on ne peut pas le poursuivre. Mais il faut découvrir, il faut rechercher dans ce qu'il a posé comme acte une faute. La faute suppose une violation de sa déontologie, une violation de l'acte, de principe élémentaire du droit. C'est-à-dire une violation de ce qui devait être fait. Comme je l'ai cité, ces différentes erreurs-là. Dès lors qu'on découvre que c'est une faute, c'est une violation de sa déontologie, de ce qui devait être, en ce moment-là, on peut le poursuivre. Et ça n'échappe pas aux différentes aux règles normales du droit de la responsabilité. Il faut une faute, comme je l'ai dit. Il faut un préjudice. Il faut que le patient... Ce n'est pas parce que vous êtes en train de passer devant le CHU que vous entendez un médecin chasser un patient du CHU que vous allez dire « Ah bon, il a subi un préjudice. Non, je viens... » Non, ce n'est pas ça. Il faut un préjudice. Le préjudice peut être moral ou matériel. D'abord, le préjudice peut être matériel. Le préjudice matériel, c'est l'effet qu'on ressent sur le corps. Ou bien
dans son psychisme. Mais le préjudice matériel, moral, ça peut être le sentiment peut-être d'humiliation d'une femme qui sort de chez un gynécologue. Ça peut être le sentiment d'humiliation d'un homme qui sort de chez un urologue. Ça peut être le sentiment d'humiliation d'une personne qui sort de chez un dermatologue. Parce que imaginez-vous, on peut même faire des... Oui, concrètement, le dermatologue regarde, mais attends, ça, ces tâches-là, vraiment, hein, c'est pas maintenant que ça va finir. Hein. Mais de toute façon, bon, écoutez, on va vous donner un produit, ça ne finit pas que si votre peau devient comme Corosol, mais révélé. Bon, des choses comme ça. Des mots indélicats. Des mots indélicats. Ou bien des pratiques d'actes. On a vu en France où un gynéco a été poursuivi pour avoir posé des actes plutôt érotiques sur ses patientes. Ce n'étaient pas des actes, des actes qui étaient commandés par l'art médical. Et on voit aussi, par exemple, la manière dont quelqu'un est examiné dans une salle de soins. La personne peut ressortir peut-être avec des frustrations. Ça, c'est le préjudice moral. Justement, à ce niveau-là, des fois, on remarque hein, dans certains hôpitaux où le patient n'est pas prévenu. On arrive avec une horte d'étudiants, on explique un peu... Absolument, absolument. Si le patient estime qu'il y a une atteinte à son intimité, en ce moment-là, il dit non, je ne peux pas, je ne souhaite pas être examiné dans ces conditions-là. Et le médecin a le devoir de trouver un cadre décent pour qu'il soit examiné, poser l'acte médical tout en respectant l'intimité, tout en respectant la susceptibilité, tout en respectant la moralité du patient. Et maître, excusez-moi, avant de poursuivre, ce qui est très, très, très délicat aussi, au-delà des erreurs médicales, je pense qu'ils ne sont pas trop légion. C'est vraiment des faits un peu rares quand même. Ce qui choque de plus en plus, c'est l'accueil, l'humanisme dont vous avez parlé là. Les gens arrivent dans les hôpitaux, la manière dont ils sont accueillis. Déjà, ils sont dans des conditions vraiment de maladie. Et ils sont accueillis de façon froide, il n'y a pas de chaleur. Voilà, c'est un manquement à l'humanisme. Voilà, c'est un manquement à l'humanisme. Et ça, c'est ça qui est légion. Notamment dans nos centres, par exemple, de santé, avec des... Enfin, les sages-femmes, il faut dire la vérité, ou d'autres personnes. D'autres personnes, voilà. Hein, donc c'est ça, les femmes en pâtissent. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait qu'on a déjà... Ça rebute aussi à partie même. Déjà qu'il y a le syndrome, le fameux syndrome de la blouse blanche, qui fait que quand vous voyez une blouse blanche, vous êtes un peu apeuré, votre tension peut monter. Avec tout ça, c'est compliqué. Oui, et puis parfois, le manque d'information. Par exemple, un patient qui arrive, on lui met du glucosé immédiatement. Ça, c'est une légion. C'est-à-dire qu'on lui mettait une perfusion pour le remonter, mais... Il y a des personnes qui sont décédées parce qu'elles sont diabétiques. Diabétiques, oui. Mais on ne prend pas la peine de demander. Est-ce qu'il a des antécédents? S'il a des antécédents, ça bon. Parfois aussi, quand on demande, les patients ne savent même pas. Donc, quand c'est comme ça, le patient ne peut pas savoir, il n'est pas lui-même. Non, pas forcément les patients. Souvent, les accompagnants. Ou bien aujourd'hui, vous voyez aussi certains cas, ça c'est peut-être à la décharge de ces praticiens. Il va dans un hôpital A. Il a un dossier dans cet hôpital. Il va d'un hôpital B. Il va d'un hôpital B sans le dossier de l'hôpital A. Quand il arrive, mais il faut informatiser tout le système. On fait un nouveau dossier. Après, il va d'un hôpital C. Sans qu'on ne sache quels sont ses antécédents. Non, mais normalement, ce n'est pas la faute. Quand vous dites que c'est à la décharge des médecins, je ne suis pas d'accord. Normalement, c'est notre pays qui doit avoir un système où, à partir du moment où vous êtes allé, comme dans d'autres pays qu'on connaît un peu, à partir du moment où vous êtes allé de la première fois dans un hôpital, toutes vos pathologies sont répertoriées, de telle sorte que même si vous allez quelque part à Tiemeléco, dans un dispensaire en Chine, et qu'on tape votre nom, vous entrez dans le système et vous avez toutes vos pathologies. En attendant que cela arrive, quand quelqu'un est soigné dans un hôpital, qu'on prenne la peine de lui remettre une copie de son dossier. Pour que où qu'il aille, il ait cette copie-là sur lui. Ce genre de solution, vous comprenez, en attendant que cela arrive, au moins prenez la peine. Il y a des hôpitaux où je suis soigné quelque part, où en sortant, il dit, mais où est mon dossier? Non, ça y est, chez le médecin, c'est le médecin qui garde. Le dossier reste à la clinique. Ça devient sacré. J'ai dit, mais attendez, mais si moi j'ai besoin d'aller un jour ailleurs, il faut que j'ai mon dossier. Oh, non, on va vous appeler, vous allez venir chercher. Jusqu'aujourd'hui, le dossier n'est pas sorti. Donc, pour vous dire que tant que le client n'accompagne pas, le dossier médical, c'est comme sa pièce d'identité. Il n'aime pas donner les dossiers. Parce qu'ils se disent que s'il va, il va plus revenir. C'est un acte marketing, voilà. Justement. Or, il faut le lui remettre pour que demain, il soit quand même informé quand il a un parent qui arrive, bon, voici, j'ai été soigné, prenez ce document, regardez, voilà ce qu'on m'a administré, tel médicament. Mais si vous avez les moyens, par exemple, d'aller dans un autre pays, au moins les médecins là-bas auront une base sur laquelle on ne va pas refaire. Même si c'est des feuilles volantes, remettez le dossier. Constituer un dossier, on garde. Ils n'ont pas confiance sur ce qui est la manière dont ça a été fait là-bas. Il y a des choses cachées, je ne sais pas. Là est la question. Mais il faut aussi que la législation, c'est vrai qu'on parle d'erreur médicale aujourd'hui, mais il faut que le système aussi soit centralisé afin que M. Yao, M. Dou
Doumbia rentre à l'hôpital, toutes ces pathologies, bien tout, s'il est asthmatique, ceci, cela, tout ça soit notifié, quoi. On va pas aller on va pas faire du nomadisme au niveau des hôpitaux, quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc, maintenant, le second élément dans quel condition on peut poursuivre aussi le médecin, mais en dehors du médecin même, il y a l'hôpital. Imaginez-vous, vous arrivez dans un hôpital, vous entrez avec le palu, vous ressortez avec une grippe. Une tuberculose. Une tuberculose. Ouais. Ça aussi, on peut poursuivre l'hôpital pour n'avoir pas pris toutes les dispositions pour que vous ressortiez guéri. Mais lorsque votre situation s'empire, en ce moment-là, sur le plan, vous pouvez poursuivre et l'administration, c'est-à-dire l'État, et le cadre qui a causé ce type-là. Mais dans l'élément filmé qu'on a vu, on se rend compte que le patient, les soins ont été prodigués certainement de façon approximative. Je n'ai pas tous les détails. Mais toujours est-il que sa situation est en train d'empirer. Et apparemment, le médecin qui le traite n'a même pas donné toutes les informations à la famille. Parce qu'aujourd'hui, quand la famille dit on ne sait plus à quel sens c'est voué, ça veut dire que le médecin n'a pas pris le temps de leur donner tous les détails. Or, il le fallait. Lorsque ce médecin ne fait pas, on peut, dans ces conditions-là, voir s'il y a une faute. Et à quelle instance, maître, s'adresser? Il y a les instances disciplinaires, il y a les instances juridictionnelles. Et dans les instances juridictionnelles, on a la voie civile et la voie pénale. La voie pénale c'est arrivé de temps en temps dans ce pays. Personnellement, j'ai eu à assister à un procès où un médecin qui opère un patient, quelques temps après, je crois que la situation du patient est telle qu'il crie dans l'hôpital, tout le monde l'entend. On demande au médecin de venir voir ce qu'il va. Il dit non, ça va aller, c'est comme ça. Jusqu'au lendemain, le patient décède. Mais le médecin a été poursuivi au pénal. Et là, il a été condamné. Et il y a des cas où, dans les salles d'accouchement, très souvent, on voit des sages-femmes qu'on traduit devant les tribunaux parce qu'on dit que le patient est arrivé à telle heure, elle n'a pas pris le temps de la soigner, ou bien elles se sont assises, elles ont regardé les novelas, et c'est après qu'elles s'en sont occupées. Bon, toujours est-il qu'il y a des cas où, par négligence, des personnes meurent. Mais à la décharge aussi, il faut dire à la population, on n'attend pas que le malade soit à l'article de la mort avant de l'envoyer à l'hôpital. Parce qu'il y a eu des moments où des personnes qui sont malades, on les laisse à la maison, on attend, on prend des médicaments de rue, on prend les médicaments que le voisin prescrit qui n'est pas médecin, et c'est à la dernière minute, quand on se rend compte que ça ne va plus, on prend le malade, on arrive à l'hôpital, et le médecin qui a peur de poser un acte précipité, le temps de faire des examens préalables, la personne meurt, on dit le médecin a tué le patient, ou bien il n'a rien fait. Ou bien il arrive dans l'hôpital, il n'y a même pas un seul petit lit où mettre le patient. Moi, j'ai vu dans nos hôpitaux des personnes dormir à même le sol, parce qu'il n'y avait pas de place. On a accompagné des malades qu'on a dû soigner sur des brancards, je pense que des conditions très indignes. Ce qu'il faut de plus en plus dans nos hôpitaux, franchement, au-delà des moyens qu'on demandera toujours, c'est la psychologie et puis de l'humanisme. Lorsqu'une personne vient à l'hôpital, ce n'est plus une personne normale. Il faut entourer cela. Je connais des médecins, et Dieu merci, ce sont les plus nombreux qui vraiment font le travail avec beaucoup d'humanité, avec du tact, parce que ce n'est pas évident. C'est un métier qui demande... don de soi. Voilà, si là-bas, vous n'êtes pas humaniste, vous n'avez pas pitié, c'est qu'il faut changer de métier. Heureusement que ce sont les plus nombreux. J'allais en venir. Et aujourd'hui, dans quelles conditions aussi nos médecins travaillent, comme vous le dites. Vous arrivez, le médecin, il n'a que ses yeux pour regarder le malade. Il n'a que son appareil qu'il met au cou pour voir votre malade. Très souvent, il n'y a pas le matériel adéquat. Aujourd'hui encore, on parle d'Abidjan, mais sortez un peu d'Abidjan. Allez dans les hôpitaux de l'intérieur. Allez dans les hôpitaux des petites villes. Mais quand on vous donne la salle, l'aspect de la salle d'accouchement, mais vous demandez à la sage-femme, mais comment vous faites pour faire autant de miracles? Et il y a cet aspect-là. Ajoutons qu'il y a des villages en Côte d'Ivoire ici où les femmes enceintes vont accoucher à vélo. Je le dis avec des preuves, des photos à l'appui. On va vous les diffuser. C'est vrai, les erreurs médicales, il y en a. La négligence des médecins, il y a des médecins négligents. Il y a des médecins, il y a des brebis galeuses dans tous les corps. Mais c'est qu'on constate dans l'ensemble, comme vous l'avez dit, dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui travaillent mais n'ont pas les moyens. Regardez parfois dans nos urgences. On a explosé le temps. Lorsque vous arrivez, oui. C'est le manque de moyens qui fait qu'on ne peut pas forcément attendre le résultat, obtenir le résultat qu'on attend toujours. Donc c'est l'État, ici la responsabilité de l'État est pleine et entière.
Merci beaucoup, maître, je dirais docteur pour aujourd'hui, on aimé Koné Kiobien. Merci beaucoup pour cet éclairage. La erreur médicale, vous pouvez continuer, poursuivre le débat chez vous. L'idée, c'est pas de faire le procès de la médecine, des médecins ou bien de tous les agents de santé, mais franchement, voilà, ça fait partie des droits fondamentaux, avoir accès à des soins. Et puis, quand il n'y a pas de plateau technique adéquat, au moins une parole, un feeling, ça peut réconforter, ça peut faire du bien à un malade. Allez. Heureusement que ceux qui font ça en Côte d'Ivoire, les médecins sont les plus nombreux. Pourvu que ça dure. Bonne journée.